Merci, bonjour. Michel Richard qui est arrivé un petit peu plus vite, mais en tout cas, vous êtes le bienvenu. Juste une petite chose, on va faire un petit sondage, là, comme ça, avec une question que l'on va vous poser. L'idée est bien entendu de voir un petit peu comment vous appréhendez ces questions de sécurité. Et on vous a posé une question toute simple, à savoir comment, selon vous, devrait progresser peut-être le nombre de cyberattaques. Est-ce qu'il est appelé à progresser significativement, à se stabiliser ou à baisser? Ce qui voudrait dire, tout simplement, que la plupart des dirigeants d'entreprise ont pris conscience de ces questions de sécurité. J'ai hâte de voir un peu votre point de vue. On va le découvrir dans 30 secondes. J'ai déjà ma petite idée, on va dire, sur la réponse. Liberty Verny, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de bazarchic.com. Un mot sur la sensibilisation des dirigeants d'entreprise aux questions de sécurité. Est-ce que vous pensez que les patrons français ont compris les enjeux ou traitent ça un petit peu facilement, si j'ose dire? Je pense que tant qu'on n'est pas concerné par un vol, un détournement, une problématique remarquée, compris, eh bien, on ne met pas en place forcément les actions nécessaires pour réagir. Mais en réalité, tout le monde se sent concerné. Il suffit de lire un papier, il suffit de lire dans la presse une information, et tout d'un coup, on se dit, mais zut, est-ce qu'on a bien bouclé le sujet? Est-ce qu'on s'est bien verrouillé? Et la question, c'est peut-être on se sent concerné, mais ensuite, il faut s'y mettre. Et là, c'est peut-être la grande difficulté, parce qu'on ne sait pas très bien par quel bout s'y prendre. Vous allez nous raconter dans un instant comment vous avez vécu, on va dire, quelques galères, mais qui vous ont fait comprendre qu'il fallait agir, je dirais, de manière très concrète. Julien Champigny, quelles sont les principales causes? Il y a des... On a vu tout à l'heure, finalement, des mots de passe un petit peu légers. Finalement, le commandant Rémi Février parlait de deux extrémités du tuyau, puisqu'il y a des êtres humains. C'est l'erreur humaine, finalement, qui est la source des principaux problèmes. La principale faille, elle est clairement entre l'écran et la chaise. En fait, c'est vraiment l'humain qui est la principale cause. On a plein de sujets techniques sur lesquels on peut répondre à des problématiques, mais la plupart du temps, c'est quand même le comportement qui propose les principales causes de failles de sécurité. Et en fait, pour ça, c'est plus une démarche qu'il faut adopter dans l'entreprise et qui concerne tous les collaborateurs. Et la principale question qu'il faut se poser, c'est quels sont les vrais actifs business de l'entreprise qu'il faut protéger. On ne peut pas tout sécuriser, c'est impossible. Par contre, c'est qu'est-ce qui est vraiment clé pour l'entreprise. Et on peut considérer des fois qu'un portail Internet, ce n'est pas forcément critique, ce n'est pas forcément ça qui est à sécuriser. Par contre, c'est quels sont les actifs clés à sécuriser. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces actifs clés à sécuriser, qu'on mette en place cette politique spécifiquement pour ces informations-là. Alors ça peut être un fichier, une base de données, des informations financières en fonction de l'activité de l'entreprise. Alors deux petites choses déjà, le petit sondage, on voit c'est 88% pensent que tout simplement les cyberattaques vont progresser significativement, 12% se stabiliser, 0% à baisser. Quelqu'un qui nous écrit, vous savez que password 1 serait le plus courant des mots de passe. Et je passe les dates de naissance, le prénom du petit dernier et le nom du toutou. C'est à peu près ça. Je pense que c'est à peu près 50% quand on fait des statistiques, 50% des entreprises sur lesquelles on fait des tests d'intrusion, 50% des mots de passe. Il y a le mot soit password, soit le nom des enfants, du chien ou date de naissance, avec éventuellement une majuscule au début. Mais oui, ça ne résiste pas très longtemps, quoi. Ouais. Tout le monde connaît le truc. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et on s'est posé la question, et c'est Ernst & Young qui s'est posé cette question à travers cette étude, l'étude qui a pour titre « Entrer dans le nuage et sortir du brouillard ». Je vais vous poser une question très globale finalement. Est-ce qu'on est sorti du brouillard? Michel Richard. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on s'en est sorti du brouillard, en tout cas c'est un combat permanent. Vous avez vu effectivement beaucoup de chiffres, il faut savoir que ces chiffres résultent d'une enquête qu'on fait annuellement, qu'on met au goût du jour. Donc cette année, le goût du jour, c'était bien entendu les réseaux sociaux et le cloud. Il y a beaucoup de chiffres qui interpellent et je voudrais passer quelques minutes pour les commenter. Le premier, donc, c'est un chiffre sur lequel on vous a proposé de vous positionner dans la salle et on est assez cohérent. Donc 72% des 1700 dirigeants dans le monde qui ont été contactés et qui ont accepté de répondre à cette étude voient des risques augmenter de façon significative sur la sécurité des systèmes d'information dans les prochaines années. Donc notre étude ici était bonne. Elle reflétait bien. Elle montre même que peut-être qu'en France, le sujet est encore plus important. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a principalement trois raisons. On en a parlé, les nouvelles technologies. On en a parlé tout au long de ces 2 jours. Mobile, les tablettes.
Il y a beaucoup de dirigeants, après Noël, qui ont demandé à leur DSI de connecter leurs tablettes sans se préoccuper forcément de savoir si ces tablettes étaient bien sécurisées ou pas. Et on sait que certaines ne le sont pas, mais comme ils avaient eu un cadeau de leur famille, il fallait pouvoir le connecter assez vite. Sachez que certaines entreprises acceptent, d'autres attendent encore un peu, mais on a vu le chiffre défiler. 80% disent globalement, on va y aller, on va les connecter. Les réseaux sociaux, effectivement, beaucoup hésitent aujourd'hui en disant est-ce qu'il faut donner accès aux réseaux sociaux aux salariés sur le matériel de l'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas confusion des genres? Mais là aussi, on l'a vu lors de ces 2 derniers jours, la frontière entre vie privée et vie professionnelle est de plus en plus compliquée. Et si vous ne voulez pas apparaître comme un peu rétrograde par rapport à vos employés, par rapport aux personnes qui veulent vous rejoindre, il est clair que ça peut être un plus. Sachez que dans les universités, on sait aujourd'hui quelles sont les entreprises qui donnent accès aux réseaux sociaux versus celles qui ne le donnent pas. Et c'est un des critères premiers qui est retenu par les étudiants pour venir vous rejoindre. Puis après, il y a les arbitrages, hein, c'est clair. J'en ai rencontré beaucoup dans le cadre de cette enquête de directeur informatique. La sécurité, malheureusement, n'est pas vue comme le premier poste à mettre en premier lorsqu'il y a des arbitrages en matière de coûts informatiques. C'est un combat permanent et on le voit malheureusement. Et les sujets de sécurité sont surtout mis en avant lorsqu'il y a un problème majeur qui est rencontré dans l'entreprise. Je dirais qu'on parle aujourd'hui de ROI. Okay. Donc le ROI d'un dispositif de sécurité peut paraître forcément pas toujours immédiat par rapport à la mise en place de nouvelles fonctionnalités de vente ou de supply chain ou peu importe le processus. Et dans ce cadre-là, ça donne l'impression un peu de temps en temps de jouer à la loterie en disant globalement je prends le risque. Et puis, lorsque vous êtes perdant, vous pouvez perdre beaucoup. Et on l'a vu récemment avec l'affaire Sony au Japon. Les impacts se sont chiffrés en plusieurs dizaines de millions d'euros. On parle de 171 millions, je crois, quand même, pour 75 millions de données personnelles volées. Voilà. Absolument. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. C'est quand même pas rien. Je pense que si vous demandez à Sony si ils auraient anticipé un investissement aujourd'hui, s'ils avaient pu le faire, ils vous diraient qu'ils l'auraient fait avec plaisir. Ouais. Alors bien entendu, vous intervenez quand vous le souhaitez, hein, bien entendu, c'est un débat. Vous avez évoqué finalement quand il se passe quelque chose dans l'entreprise, c'est là où les mesures sont prises. Je vais donner la parole à Liberty Verny pour bazarchic.com. Vous, c'est une péripétie qui s'est produite au sein de l'entreprise. D'abord, juste pour le public, je tiens quand même à vous remercier parce que les chefs d'entreprise qui témoignent ouvertement, comme ça, de vol de données, d'escroquerie à la carte bleue, puisque vous en avez été victime, sont extrêmement rares. Et pour rien vous cacher, en préparant ce rendez-vous, on n'en avait pas trouvé, on était prêt à en filmer de dos en faisant en sorte que la voix soit déformée, etc. Personne n'a voulu témoigner. Vous êtes là, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit déclic et après vous allez nous dire comment en interne vous avez mis en place cette politique de sécurité. Il y aurait plein de sujets à donner, parce qu'une activité e-marchand, par définition, on protège plusieurs aspects plusieurs compartiments de la fusée. On a notre architecture technique à protéger, c'est quelque part l'accessibilité à l'information. Nous avons la donnée cruciale qui sont les comptes de nos clients et leurs cartes bleues. Et enfin, nous avons la sécurisation des paiements pour nous. J'ai accepté de participer et parler essentiellement de ce dernier aspect qui est plutôt la sécurisation des paiements, puisque aujourd'hui, Bazarchic, c'est environ 3 700 000 membres inscrits sur ce site et qui ont donné un certain nombre d'informations à l'entreprise, etc. Et la grande difficulté que nous avons remarquée, et je donne un cas concret parce que c'est ça qui est intéressant en définitive, c'est de dire que aujourd'hui les banques, d'une manière générale en matière de risque, acceptent 0,3% de taux de vol. Et l'année dernière, après avoir mis en place le système des banques qui est le 3D Secure, qui est un système de paiement sécurisé, nous sommes aperçus au bout de 3 mois que nous perdions une partie de notre chiffre d'affaires, parce qu'en réalité, les gens n'arrivent pas à mémoriser tous ces codes multiples et variés. Si encore les banques avaient trouvé un seul modèle de cryptage, ça se saurait.
Donc chaque banque est allée de son propre modèle et a proposé à sa clientèle de retenir des codes plus ou moins compliqués. Alors pour le Crédit Agricole, par exemple, on va avoir votre nom de votre fille, etc. Bon, ça paraît très compliqué. Et puis pour des banques un peu plus pointues, on va vous demander d'envoyer un code sur votre téléphone et on va vous renvoyer un crypto. Et c'est celui-là que vous allez taper. Bon, moyennant quoi, après 3 mois d'utilisation du 3D Secure, nous avons perdu 40% de notre chiffre d'affaires sur les banques les plus complexes. 40% du chiffre d'affaires, on ne pouvait pas se le permettre. Donc nous avons inversé la tendance et nous sommes revenus au système de paiement avec prise de risque pour nous et abandon quelque part de la prise de risque pour la banque, puisque la banque jusqu'à 0,3% l'accepte. Et là, notre taux de vol est passé de 0, quelque chose, vraisemblablement 0,1, 0,2, à 1,5%, voire 3% sur certains organismes bancaires. Et bien entendu, on ne le voit pas tout de suite, on le voit, il faut attendre 2 mois pour s'apercevoir que la carte est volée. À ce moment-là, c'est d'abord vous, en tant que consommateur, qui réalisez que quelqu'un utilise votre carte. Donc vous appelez votre banque et vous dites à votre banque, il y a un problème, moi je n'ai jamais acheté sur le site Bazar Chic. Puis après, il y a la banque qui revient vers vous et qui vous dit, ben, remboursez-moi. Et elle a quasiment entre 6 à 12 mois selon les banques pour récupérer la somme. Bien entendu, nous exécutons, mais entre-temps, nous avons envoyé la marchandise sur un point relais, sur une boîte lettres qu'on ne maîtrise pas. Donc, doublement, on perd globalement le coût du remboursement plus le produit qu'on a envoyé. Et donc on est remonté en amont et on s'est dit, mais en fait, quelles sont les typologies de voleurs et quels sont les comportements types? Voilà. Et c'est un peu ça mon exposé, c'est de dire qu'en réalité, il n'y a pas de mesure idéale, il n'y a qu'une courbe d'apprentissage pour comprendre où sont les voleurs. Aujourd'hui, la conclusion, c'est que nous avons rectifié le tir et nous sommes redescendus à peu près à 0,2% de vol sur les cartes. Bien entendu, on s'exécute, on rembourse systématiquement, mais uniquement en ayant créé nous-mêmes notre propre système d'expertise. Donc nous avons 3 personnes à plein temps qui ne font que du tracking de voleurs sur Internet. Il faut savoir qu'une carte bleue, aujourd'hui, une série de cartes bleues ou une carte bleue vaut entre 1 à 2 euros sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut acheter une série de 100, 200 cartes bleues sur Internet, cartes bleues qui ont été vendues par des employés peu scrupuleux sur le net et qui vont être utilisées. Et c'est peut-être dans cette série votre numéro de carte bleue qui est concerné. Donc il y a là un véritable problème sur le paiement par ce système. Voilà, il n'y a pas de sécurité absolue. Quand vous dites que vous regardez de près les clients qui seraient susceptibles de poser problème, c'est pas un fichage, mais c'est le comportement que vous analysez. Alors, c'est voilà, le danger. Non, attention, parce que voilà, il faut faire très attention, etc. Donc nous avons, je le fais rapidement, nous avons découpé notre clientèle en trois catégories. Une catégorie qui sont les nouveaux entrants, les nouveaux clients. Ceux-là, on ne les connaît pas. Et ceux-là, on va le confier à un tiers de confiance, banquier, qui, à travers ses bases de données, va nous dire si cette carte, pour lui, est propre, ou elle est grise, ou elle est noire. Si elle est noire, on fait notre enquête quand même. On va dire que sur 100 cartes dans cette typologie, vous allez avoir à peu près 30% qui vont entrer en gris ou noir. Et sur le gris, on va dire 90% va redevenir blanc. Et sur le noir, à peu près 60% va redevenir gris, voire blanc. Il restera donc en fait très peu de cartes volées. Mais ça vous oblige quand même à faire une analyse détaillée. Après, il y a les 2 autres catégories sur lesquelles on n'utilise pas le filtre. Une catégorie de clients qui achètent rarement, mais on sait quand ils sont rentrés et on connaît la typologie des achats qu'ils ont fait. Donc on fait un peu notre étude de bon usage. Et si on considère que ce client est fiable, on n'a jamais eu d'incident de paiement dessus, bien entendu, on le livre. Et puis il y a la catégorie 1, qui sont les bons clients. Et bien entendu, ceux-là, on ne les observe plus. On ne les suit pas à la trace. Voilà. Pour la petite parenthèse, est-ce que c'est vrai qu'un escroc qui a essayé donc de vous escroquer à la carte bleue, lorsqu'il n'a pas reçu son colis, appelle la hotline?
Oui, on a eu. Alors, je vais vous donner des anecdotes assez amusantes. Nous avons. Comment on les retrouve? C'est que généralement, les boîtes de livraison sont souvent les mêmes. On pourrait aller sur les modèles les modèles de vol. C'est-à-dire, soit c'est une poste restante, soit c'est un intermédiaire qui réceptionne de la marchandise et qui la renvoie dans les pays du Maghreb ou en Afrique ou dans les pays de l'Est. Donc tout ceci, on le détecte quand on voit que sur la même adresse, dans la même journée, on a eu 10 achats pour la livraison au même endroit, on va le détecter. Quand on voit une série d'appels, on va le détecter. Et dans l'anecdote, c'est que ces gens-là se donnent des noms, des pseudonymes, qui sont absolument ridicules très souvent. Donc on a Tom Cruise comme client, nous avons Brad Pitt, effectivement. Et les mêmes personnes vous appellent pour demander, mais comment se fait-il que vous avez refusé, parce qu'ils sont dans la blacklist, comment se fait-il qu'on a refusé de les livrer? Et on leur dit, mais enfin, on vous connaît, on sait où vous habitez, on connaît votre adresse, sortez du système. Donc on les refuse et ils reviennent sous un nouveau pseudonyme. Voilà. Tom Cruise, il manque pas d'imagination. Pourquoi vous avez accepté d'en parler aussi ouvertement aujourd'hui? Parce que d'abord, c'est le sujet pour moi, le sujet de la carte bancaire n'est pas tabou. C'est un sujet sur lequel on partage. Donc, notamment sur le marché des e-commerçants, nous sommes tous conscients que la plateforme de 3D Secure proposée par les banques n'est pas parfaite. Et donc, tous, on se regarde pour savoir qu'est-ce qu'on a mis en place comme système. Donc, le partage d'informations est intéressant. Mathieu Prudhomme, j'ai souhaité de vous revoir aujourd'hui. Vous étiez hier en fin d'après-midi, une table ronde animée par Frédéric Simotel. Je voulais que vous soyez là. D'abord, peut-être une réaction à ce qui a été dit. Et puis, j'aimerais que vous réagissiez aussi au fait que peu d'entreprises, finalement, osent parler des attaques dont elles ont été victimes. On va le voir, les choses, de toute façon, vont obligatoirement changer de ce point de vue-là. Les entreprises vont devoir notifier les violations de sécurité dont elles sont la victime. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que disait Liberty. Il le sait, il y a un point qui est important dans le système qu'il a cherché à mettre en place, mais il faut le rappeler aux dirigeants ici. La pratique qui a une finalité de sécurité, évidemment, qui consiste à exclure une typologie de clients sous l'angle de la loi informatique et liberté, c'est très réglementé. Ça suppose, compte tenu des conséquences, on va exclure une personne d'un service. Dans certains cas, ça peut nécessiter une autorisation de la Commission nationale informatique et liberté. Je tenais à le signaler, mais évidemment, tant la CNIL que les entreprises... La présidente de la CNIL le rappelait hier, il y a une concertation sur ces outils, ces modèles qui permettent quand même d'avancer, d'être orienté business. Mais je crois que sur ce point, la loi a changé récemment et puis toute entreprise victime d'un vol de données devra prévenir la CNIL. Alors, ça, c'est la grande nouveauté et ça ne fait que commencer. Depuis maintenant quelques mois, la France a rejoint la communauté des pays dans lesquels la violation de données à caractère personnel, c'est-à-dire une violation de sécurité, une intrusion. Dans cette définition rentre l'accès non autorisé à une donnée. Ça peut être illicite, c'est-à-dire du hacking. Ça peut être aussi involontaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors pour l'instant, sur le plan pénal, c'est limité aux fournisseurs, au public de services de communication électronique. Dans 2 ans, ce sera pour toutes les entreprises. L'obligation, en cas de faille de sécurité, de notifier à la CNIL cette faille, la nature, les conséquences et les mesures qui sont prises pour y remédier de manière immédiate et pour l'avenir, pour prévenir ces choses-là. J'insiste sur un point, c'est une réglementation qui est nouvelle. En revanche, le manquement à cette obligation, c'est-à-dire le silence gardé, qui était un peu la pratique de la plupart des entreprises, sera pénalement sanctionné. J'ajoute un point éminemment important. C'est d'ailleurs assez topique de voir que ces régulations sont sorties au moment des épisodes Sony, etc. C'est qu'il va falloir également informer les personnes, vos clients, les personnes dont les données ont été susceptibles d'être violées. Attention, une exception. Si vous expliquez et que vous démontrez à la Commission nationale informatique et liberté que vous avez pris des mesures appropriées, dans ce cas-là, vous pouvez être exempté de cette obligation de notifier aux personnes. Le 30 mars dernier, vous voyez, on est vraiment dans l'actualité, il y a un décret qui est sorti et qui explique ce qu'il faut entendre par des mesures appropriées. Les choses sont très claires. Votre mesure sera appropriée si vous avez rendu les données incompréhensibles.
Donc je donnerai la parole aux techniciens, évidemment, incompréhensible. Du point de vue du juriste, on voit bien qu'il y a le cryptage, la cryptologie. Maintenant, je vous l'ai dit, avant 2 ans, ça ne s'applique pas à tout le monde. Oui, sur le plan pénal. Mais en revanche, je pense que l'on peut considérer que le fait de ne pas sécuriser, c'est déjà, outre que c'est, ça vous le savez tous, depuis 1978, ne pas sécuriser son système d'information, c'est un délit pénal, sanctionné de 5 ans d'emprisonnement maximum. Mais au-delà de ça, le fait de ne pas notifier à ses clients une faille de sécurité, moi je pense qu'on peut considérer à un moment que ce n'est pas contractuellement diligent vis-à-vis de sa clientèle. Vous faites courir un risque. On le sait, vos clients ont le même mot de passe pour tous les services auxquels ils sont abonnés. Si, à cause de votre service, ce mot de passe part dans la nature et qu'il est employé par la personne qui l'a utilisé à d'autres fins que celui de votre service, est-ce que vous n'avez pas quand même quelque part une obligation contractuelle de prévenir votre client? Je pose la question. Ouais. Vous dites 5 ans pour le dirigeant qui n'aurait pas pris de mesures, c'est ça? Alors, et le hacker, c'est 3. Enfin, ce sont des maximums, bien évidemment. Sûr, bien sûr, mais c'est pour donner une unité de mesure. Et pour mesurer l'importance, effectivement, d'agir. C'est ça, surtout. Oui, alors le risque pénal, il est réel, il existe. On peut considérer l'existant en termes de sanctions. On est plutôt sur des fortes peines d'amende. Et également, un risque d'image très important. Il faut savoir que la CNIL a un pouvoir d'action sur la communication dans le public, sur son site notamment et par des voies de notification, sur des entreprises qui ne joueraient pas la règle du jeu. Et là-dessus, elle est très réaliste dans sa démarche. Elle donne des avertissements. Si ce n'est pas suivi des faits, il y a un moment où la sanction va être sur l'image de la société, évidemment. Ouais. Une petite parenthèse, puis je vous donne la parole parce qu'on va parler. Mon commandant, j'ai une question. Quelle est l'action de la gendarmerie face à des tentatives répétées d'achat avec des cartes bleues volées à une même adresse? L'action de la gendarmerie s'inscrit évidemment dans un processus judiciaire. La première étape, on ne s'autosaisit pas nous-mêmes, ni nous, ni la police nationale. Il faut que l'entreprise, dans tous les cas de figure, dépose plainte. Or, ce qu'on peut voir, et c'est exactement dans le cas des interventions précédentes, c'est qu'il y a des entreprises dont les données ont été piratées, et notamment je pense à des secteurs en lien avec l'ingénierie financière et les banques assurances. Eh bien, ces entreprises sont tout à fait, entre guillemets, rationnelles dans leur approche. Nonobstant les problématiques juridiques, et je suis complètement d'accord avec vous, ça va être l'enjeu de demain, eh bien, elles considèrent que couvrir la perte, quelquefois, ça va coûter moins cher que de déposer plainte et puis de risquer de voir ça sur la place publique. Parce que ça va induire des conséquences au niveau des clients qui ne vont pas être neutres. C'est une très mauvaise idée parce qu'au final, elles seront perdantes. C'est un encouragement, si vous voulez, au crime. Maintenant, pour répondre techniquement, il faut un dépôt de plainte. Nous ne nous autosaisissons pas. Il est clair que si l'entreprise ne fait pas connaître le préjudice, nous ne pouvons pas mettre en œuvre la machinerie judiciaire et technique. Nous avons d'excellents techniciens, le STRJD, Service de traitement, recherche et documentation judiciaire. Eh bien, ce sont des gens qui sont spécialisés sur la fraude sur Internet. Nous avons la même chose chez nos collègues de la police nationale. Nous avons des services qui sont à la disposition des entreprises et des particuliers, parce que le particulier aussi peut avoir recours à ces services. Mais encore une fois, le nœud gordien, le déclencheur, c'est la plainte. Il n'y a pas d'autre modèle. Voilà, le message est passé. Julien Champignon, on a effectivement évoqué, on va parler un petit peu des systèmes et des différentes failles. On a évoqué tout à l'heure la question des tablettes qu'on a eues pour Noël et que l'on essaie absolument de connecter au réseau d'entreprise. Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a, je dirais aujourd'hui, des risques particuliers? Quelle sécurité finalement avec tous ces devices extérieurs du réseau d'entreprise? Tout à l'heure, dans la présentation, on a beaucoup vu de choses autour de la mobilité, avec le risque que ça induit, alors que ce soit de PC portables dans les avions, dans les aéroports, dans les gares, etc. Et les tablettes en font partie. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Et en général, ce qui s'est passé dans toutes les entreprises, c'est que ce sont les patrons, les dirigeants qui sont arrivés avec leurs tablettes. Donc effectivement, la DSI a souvent été un petit peu pris de court, pris en otage en disant il faut le mettre forcément, on n'a pas le choix, et après c'est comment vous le faites. Donc en fait, on voit chez les clients, ils n'ont pas le choix, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure dans les statistiques, je crois que c'était à plus de 80%, les tablettes sont maintenant dans l'entreprise. Oui, mais comment faire? En fait, il faut assurer, il y a tout un processus pour le faire. Il faut d'abord
bien valider ce à quoi on veut avoir accès comme données dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment un travail en amont pour savoir ce qu'on veut protéger ou pas. À quoi on doit donner accès en tant que dirigeant d'entreprise, à quoi vous avez droit. Ensuite, vérifier que votre système d'exploitation, que ce que vous avez, supporte les prérequis qui ont été donnés dans la politique de sécurité. Et puis ensuite, s'assurer que le type de connexion, la crypto, éventuellement les éléments techniques, de double barrière de firewall, que les codes, il y a de plus en plus de choses qui se fait au niveau du code aujourd'hui en termes de failles de sécurité, pas uniquement d'infrastructure. On va le voir ça tout à l'heure. Michel Richard. Il y a un impact pour le salarié, c'est que globalement, il n'y aura plus de distinguo entre les données privées qu'il aura sur sa tablette et les données professionnelles. C'est-à-dire que l'entreprise dit « je prends la main sur votre tablette, je vais crypter la totalité des données, je vais les sauvegarder avec les mêmes procédures que celles qui préexistent dans l'entreprise. Et si demain vous perdez votre tablette, je me permettrai de détruire la totalité à distance, de telle façon à la première connexion. » Aujourd'hui, très peu de personnes remettent sa tablette à l'entreprise pour la crypter. Enfin, je sais pas, c'est... Il y a des groupes qui le permettent. Il y a des groupes qui l'ont autorisé justement parce que, en particulier, un certain nombre de dirigeants voulaient plus travailler sur... des PC portables classiques. Mais ce sont des tablettes d'entreprise qui sont utilisées à la place de PC, mais pas les tablettes perso qu'on a manuelles, comme vous le disiez tout à l'heure. Ce sont des tablettes perso qui sont proposées à l'entreprise comme étant utilisées. Liberty Vernet, vous voulez rebondir? Oui, juste dire, en ce qui nous concerne, mais d'une manière générale, je pense qu'il faut être très attentif, effectivement, à cette porte d'entrée, qui est cet outil qu'on utilise à 80% le soir chez soi, puisque les gens, notamment nous avons... pas loin de 300 000 personnes qui sont connectées avec leurs tablettes qui achètent. Mais on sait où ils achètent. Ils achètent généralement dans leur lit le soir. Mais nos propres employés également, parce que c'est facile, veulent pouvoir travailler à la maison. Et c'est là que débute aussi un autre aspect de sécurité. C'est que dès lors où on a pas mal d'employés, qu'on a des cadres sup, qu'on a des cadres qui veulent travailler chez eux, rentrer plus tôt, etc., on leur donne assez facilement accès à de l'information. Et là, il y a un danger ultime. Donc en ce qui nous concerne, on a résolu le problème, c'est que non-accès à l'information et aux informations critiques, notamment tout ce qui est données du système d'information, il y a 2 personnes en tout et pour tout qui peuvent utiliser à partir de tablettes chez eux. Un point important également, il y a des méthodes, il y a forcément des méthodes pour quand même traquer tout écart type. C'est de définir des métriques pour l'entreprise sur tous les segments du système d'information et de dire, bon ben voilà, quelqu'un qui travaille dans tel et tel métier, et pour faire son métier, il va devoir ouvrir tant de pages, il va passer tant de temps, etc. Et donc, tout écart type par rapport à cette méthode donne quelque part une indication de fuite, etc. Donc notamment, une machine qui reste ouverte trop longtemps, eh bien, on va le détecter et on va couper les accès. Ouverte à des heures indues. Et ouverte à des heures indues, etc. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais accueillir là tout de suite, puis on va revenir ensuite, parce qu'il y a une démonstration. Je voudrais qu'on fasse une démonstration. Et je vais appeler Pierre-Jean Bourgerie, qui est consultant sécurité au sein de Ernst & Young. Merci de venir me rejoindre sur scène, puisqu'on va voir en image, et vous allez nous le commenter. Bonjour. Bonjour. On va regarder en image, eh bien, finalement, comment on peut s'introduire dans un site. Exactement. Et de manière très facile, c'est ça? Voilà, alors on vous écoute. Je vais vous présenter donc de façon extrêmement simplifiée donc une démonstration de simulation d'intrusion. Donc du point de vue de l'attaquant et donc si la vidéo peut se lancer. Alors on va lancer l'animation. Voilà, donc là on a un système d'information simplifié avec un attaquant qui va attaquer donc le portail institutionnel de l'entreprise depuis Internet. Donc il s'y connecte comme un utilisateur normal, hein, il accède à l'URL dans son navigateur, voilà. Il va ensuite tenter donc, de trouver une vulnérabilité assez commune en essayant donc de faire crasher l'application avec l'insertion d'un caractère spécial. Voilà. Donc là on a un message d'erreur qui lui montre que le site est vulnérable et donc il va pouvoir ainsi compromettre donc, le système d'information. Il va donc utiliser pour cela donc, des outils qui sont standards, publics, connus, qui vont lui permettre donc d'identifier les bases de données, on va le voir ici, qui peuvent l'intéresser, comme par exemple une base de données RH. Il va également se servir de cet outil pour se créer un accès frauduleux au système et prendre ainsi donc le contrôle du serveur. Donc ensuite, il n'a plus qu'à se connecter en utilisant l'accès qu'il s'est créé.
Il va pouvoir ainsi exécuter différentes commandes sur le serveur, envoyer des fichiers, automatiser ses actions. Donc là, par exemple, il va envoyer un script qui va lui permettre d'agréger les données qui l'intéressent, en l'occurrence la base de données RH, et donc de la récupérer de façon simplifiée. Donc là, il envoie son script, il l'exécute. Le script lui met à disposition directement sur le serveur vulnérable donc les données qu'il a récupérées, et il n'a plus qu'à les télécharger pour en faire ce que bon lui semble, les revendre, les diffuser, etc. Donc, on a vu que l'attaquant compromet directement les données via l'application web et n'a plus qu'à les rapatrier chez lui. Alors, en termes de prévention, donc quelques axes simples, il y en a d'autres. Pour se protéger contre les vulnérabilités web, donc les bonnes pratiques en termes de développement sécurisé, le durcissement de la configuration du système d'exploitation, et pour le contrôle d'accès, politique de mot de passe et séparation des données afin de se prémunir contre les fuites. Voilà. C'est flippant quand même en appuyant sur test qu'on arrive à rentrer aussi facilement sur la faille. Hein? Absolument. Enfin, c'est une faille du développement qui a été fait sur l'application. Malheureusement, les applications ont parfois des failles. Et il faut savoir qu'un attaquant comme ça cherche systématiquement la faille. Il y met les moyens. Et malheureusement, il y a des moments où ça finit par marcher. Ouais. Merci beaucoup pour cette démonstration. Julien Chambly, ça fait réagir, là on se dit c'est presque simple. C'est effectivement simple. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des failles sont sur le code. Donc beaucoup se protègent avec des firewalls, des sondes d'intrusion, etc. Mais la grande majorité des failles qu'on voit aujourd'hui sont sur le code. Et l'exemple en fait, qui a été montré, c'est exactement ça. Le firewall, il ne sert à rien dans un cadre comme ça. Ça laisse passer le flux Internet, donc c'est pas grave. Donc après, effectivement, ce qu'on voit surtout sur l'accès à distance, c'est souvent des doubles barrières de crypto, parce que ça c'est important. Mais le plus en plus, le déport, il se fait dans le code. Parce que ça masque en fait, et c'est encore plus compliqué à détecter. Alors on aurait pu montrer aussi comment craquer des mots de passe en quelques heures, on aurait pu montrer plein de choses qui malheureusement sont aujourd'hui disponibles sur Internet et qui permettent à des hackers qui sont souvent des personnes du monde universitaire en particulier de se balader quand ils en ont envie. Mon commandant, ça vous fait grincer des dents, j'imagine. C'est quand même assez déconcertant ce qu'on vient de voir là. Oh non, c'est ce qu'on voit c'est ce que communément. Vous voyez, oui, tout à fait. Non, alors je voudrais juste rajouter quelque chose. Tout à l'heure, Liberty parlait de typologie. En matière de typologie des attaquants, pour l'instant, on sous-entend, alors j'ai tendance à insister là-dessus, mais ça me semble pas neutre, on parle beaucoup du hacker, on a parlé de Sébastien Baudru, on a parlé des petits jeunes, mais il faut savoir aujourd'hui qu'une entreprise, je dirais que ce genre d'intrusion, ce sont les moins graves. Ce sont les moins dangereuses. Donc, attention à ne pas se focaliser sur le petit jeune. Aujourd'hui, vous avez, dans le cas d'une entreprise, les concurrents. Et croyez-moi, tout le monde ne joue pas le jeu de la main invisible du marché, hein, cher à Adam Smith, loin s'en faut. Et avec une concurrence exacerbée comme on connaît et qui ne va faire que croître, les tentatives de pénétration et les gens qui ne vont pas jouer le jeu avec assez peu de scrupules de la libre concurrence honnête, ça va forcément augmenter. Donc les concurrents, et puis n'oubliez pas les mafias. Les mafias, vous avez à la tête des mafias des gens rationnels dans le crime qui se disent que pirater un système avec en plus quelques failles juridiques, il faut être très clair en matière de coopération internationale, eh bien, ça leur, même s'ils sont pris, ce qui n'est pas évident quand ils sont basés à l'étranger, ça leur vaudra, entre guillemets, beaucoup moins que s'ils faisaient un vol à main armée. Donc vous voyez, c'est une rationalité dans le crime. Et ça peut rapporter beaucoup plus. Donc ne pas oublier ça. Puis dernier point, et là je pense quand même plus à des entreprises stratégiques au sens défense nationale, ce sont les services de renseignement étrangers. Il faut pas se leurrer. Hein. Il y a un certain nombre d'attaques ces derniers mois qui ont eu lieu. C'est pas des petits amateurs dans leur garage qui ont monté ça. Ouais. Donc voilà. C'est un petit peu l'évolution sur laquelle je vais rebondir. C'est que c'est beaucoup plus. Avant, c'était effectivement des amateurs dans leur garage. Depuis quelques années, c'est vraiment des groupes structurés. Alors tout le monde a entendu parler des Anonymous, etc. Mais à côté de ça, par exemple, il y a une attaque qui s'appelle Stuxnet, qui a freiné complètement le programme iranien au niveau du développement du nucléaire. Areva, il y a quelques semaines, quelques mois, a mentionné qu'ils se sont aperçus il y a quelques mois seulement qu'ils se sont fait en fait une bonne partie des fuites de leur système d'information est partie vers un grand pays asiatique depuis plusieurs années. Donc c'est effectivement, ça se voit pas tout de suite, c'est pas une fraude à la carte bleue, mais ça se voit sur le long terme et sur la recherche et développement de l'entreprise. Tiens, vous avez évoqué Anonymous, petite parenthèse, faut avoir peur. Oula, je provoque pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de complètement se protéger. Donc, je m'imagine, je ne suis pas proche d'Anonymous, mais
S'ils ne vous ont pas ciblé, vous n'allez pas avoir peur. Maintenant, il faut savoir que la sécurité à 100%, elle est compliquée, pour ne pas dire elle n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Quoi. N'existe pas. Sinon, le Pentagone se fait percer, malheureusement. Mathieu parfois périodiquement. Anonymous, c'est voilà. Je profite de la présence du commandant Février. C'est vrai qu'Anonymous, qu'on aime ou pas leur combat, qu'on apprécie ou pas la démarche, mais ça pose une nouvelle problématique qui est un peu, moi, que je rapproche quelque part de la justice privée. Et moi, je suis persuadé que dans l'opération qui a eu lieu sur The Onion Ring, Tor Project, qui consistait à divulguer les données personnelles d'un réseau pédopornographique, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont sapé potentiellement plusieurs années de travail de services d'enquête. Donc là, je pense qu'il y a des nouvelles questions. Je ne connais pas leur motivation. Elles ne m'intéressent pas forcément. Je n'ai pas à m'impliquer. Mais je suis persuadé que certaines de ces actions sont forcément la négation de la souveraineté des États pour justement enquêter et mettre fin à ces délits. Alors évidemment, je n'interviendrai pas sur le bien fondé ou non socialement et autres de ce genre de choses. Ce que je peux dire, c'est que techniquement, effectivement, quand vous avez des réseaux pédopornographiques, quand vous avez des réseaux terroristes et autres, arriver à repérer les membres, à remonter jusqu'à eux et faire en sorte que on arrive à les identifier et les arrêter, ça nécessite un travail considérable par Internet. Je parle vraiment sur le focus Internet, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc évidemment, tout ce qui vient peu ou prou s'insérer dans l'enquête, quelles que soient les motivations premières, c'est de nature à freiner les efforts des forces de l'ordre, c'est bien évident. Oui. Alors il nous reste à peu près 10 minutes parce que je voudrais pas, parce que là c'est lourd quand même, mais j'aimerais quand même qu'on dise qu'il y a des solutions. Mon commandant, vous aviez le micro, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse parce qu'on parle beaucoup des chefs d'entreprise, mais finalement, lorsqu'on parle de e-administration, ce sont les collectivités territoriales qui elles aussi ont des données très sensibles, tout simplement parce qu'on paye aussi nos impôts locaux, parce qu'on est peut-être appelé à voter demain en ligne, etc. Vous aviez écrit il y a quelques mois un livre sur cette question. Qu'en est-il des collectivités territoriales? Sont-elles, je dirais, fragiles? Mais écoutez, il n'y a pas, Monsieur Picot, de dichotomie entre une entreprise et une collectivité. Il faut être très clair. Vous avez dans les deux cas une organisation au sens humain du terme, avec des problématiques qui sont de plus en plus liées au système d'information. Donc, dans le cas d'une collectivité territoriale, eh bien, vous avez des risques qui sont tout simplement dus aux nouvelles missions qu'elles ont à accomplir et qui induisent l'utilisation au quotidien des systèmes d'information. C'est la e-administration, vous l'avez dit, mais c'est aussi la e-démocratie et c'est la dématérialisation des appels d'offres. Donc ça veut dire tout simplement que, je vous rappelle qu'il y a 36 680 communes en France, 14 650 établissements publics de coopération intercommunale. Vous imaginez bien qu'avec 86% des communes françaises qui ont moins de 2000 habitants, se pose un problème de taille et d'investissement par rapport aux moyens de la commune. Donc dès lors, il y a effectivement des efforts de plus en plus poussés qui sont faits parce que le secteur public aussi territorial doit se protéger. Mais ce n'est pas si éloigné de la problématique privée, parce que dans la matière de dématérialisation des appels d'offres, pourquoi le gouvernement, sous la pression de l'Europe, les gouvernements successifs sous la pression de l'Europe, poussent à la dématérialisation des appels d'offres auprès des collectivités? Tout simplement pour favoriser le fait de donner leur chance aux PME en matière de marché public au niveau des collectivités territoriales, ce qui était très compliqué à faire par voie épistolaire. Ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir un pipe tout à fait sécurisé. Par contre, ça nécessite aussi du conseil, ça nécessite un partenariat, que ce soit commercial ou autre, entre le secteur privé et le secteur public. Oui, ce qui veut dire effectivement que la plupart des communes ne maîtrisent peut-être pas tout à fait ces questions et qu'il y a du business, vous ne le direz pas, je le dis à votre place, et qu'il y a certainement du business pour beaucoup d'entreprises privées dans ce domaine-là. Je voudrais que l'on termine quand même par un tour de table et que l'on parle des solutions. Est-ce qu'il y en a? Comment une entreprise peut-elle se protéger efficacement? Comment peut-elle réagir en cas de coup dur, mais de manière efficace, je dirais, et presque directe? Je vais commencer avec vous, Julien Champigny, je ne vous ai pas donné beaucoup la parole. On a parlé déjà beaucoup de mesures de bon sens, finalement, puisqu'on s'aperçoit que c'est quand même l'être humain qui cause pas mal de dégâts, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, comment une entreprise peut-elle se défendre? Quelle stratégie doit-elle mettre en place? On va surtout parler, ce qu'on a surtout comme service, ce qu'on rend nous chez BT, chez nos clients, c'est comment on passe surtout d'un service de réaction à un service de prévention. C'est vraiment ça qu'on veut traiter, parce que quand on est réactif, le seul moyen c'est savoir comment on isole, comment on corrige, mais on a déjà été attaqué, c'est déjà trop tard.
Donc ce qu'on réalise vraiment, c'est comme type de mission, c'est comment on accompagne les clients en amont. Et dans ce cadre-là, c'est souvent définir, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, quels sont les actifs critiques business de l'entreprise. Et en fait, ça pose vraiment des questions internes à l'entreprise. Tout n'est pas sécurisable. Et en fait, une fois qu'on a déterminé ces actifs-là, on a des solutions très, très techniques qu'on peut mettre en œuvre assez facilement, mais on ne peut pas le faire sur tout le périmètre. Ouais. Tout n'est pas sécurisable, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y ait une part. Bien sûr. Sinon, la sécurité revient plus cher en termes de coût, revient plus cher que le risque associé. Ah oui. Donc c'est un petit peu ce qu'il disait tout à l'heure. On peut accepter une part de risque. Il faut imaginer sur quelle partie on peut l'accepter ou pas. Liberty Verny, c'est une affaire de tous finalement chez vous. Vous avez inculqué cette culture sécurité auprès de vos collaborateurs? Parce que ça, j'aimerais qu'on parle un peu des êtres humains, parce que c'est eux quand même qui manipulent la grande partie. En fait, oui, on a fait de gros efforts pour sensibiliser les différents corps métiers au sein de l'entreprise, pour leur demander de faire attention sur l'utilisation des outils et de l'information. Mais je ne vous cache pas que le problème, c'est qu'on travaille avec des populations quand même qui sont très jeunes. Et donc, nous avons compartimenté et rendu étanches les différents départements de la société. Tout le monde n'a pas accès à toute l'information. Tout le monde n'a pas accès, je dirais, aux couches du système d'information. Voilà, donc c'est une manière pour nous de nous protéger. Enfin, je redis ce que je disais tout à l'heure, nous avons mis un certain nombre d'outils, de filtres qui nous permet de voir tout dérapage, et c'est la manière la plus heureuse que nous ayons trouvé de corriger le tir. On ne sait qu'on a eu une attaque que quand on l'a constatée malheureusement, donc on la corrige progressivement. Michel Richard, c'est un petit peu la conclusion, mais j'aimerais connaître un peu votre point de vue. Une réaction, c'est l'audit de sécurité par un tiers expert doit-il être rendu obligatoire? C'est pas intéressant comme réflexion? On en a peu parlé, mais par exemple pour l'évolution du cloud, dont on parle beaucoup, oui. Un des freins actuels aujourd'hui dans les entreprises pour aller sur des sujets un peu plus sensibles en termes de confidentialité, c'est justement la confidentialité qui va être apportée sur leurs données. Et je pense que là-dessus, on l'a vu d'ailleurs, dans l'enquête, 90% des répondants ont dit que probablement il faudrait certifier le SaaS à ce service par un tiers externe pour faire évoluer les solutions sur le cloud et la confiance qu'il y aura derrière ces solutions, qui est un vrai sujet, je trouve, et un vrai frein à l'évolution. Après, sur les solutions de l'entreprise en tant que telle, moi je pense qu'il y en a, pour simplifier, il y en a deux. La première, c'est justement la sensibilisation. Je pense qu'aujourd'hui, et en particulier dans les couches jeunes de l'entreprise, la sécurité s'est vue comme un frein. Mais une restriction de liberté. Voilà, mais permettez-moi, je crois que ça fait pour la 3e année ou la 4e année consécutive que j'ai le plaisir d'animer une conférence sur ce thème-là. J'ai par moment l'impression de dire la même chose. Autrement dit, j'ai pas le sentiment que les choses vont vite. C'est parce qu'il faut en permanence revenir sur le sujet. Il n'y a pas de prise de conscience. Après, si vous voyez la position de l'utilisateur, elle est aussi intéressante. L'utilisateur, il a, allez, on va dire en moyenne entre 5 et 10 mots de passe à titre personnel. Carte de crédit, site internet, etc. Dans l'entreprise, il en a encore 3 ou 4. Okay, avec des modifications régulières. Aujourd'hui, on lui demande 8 ou 9 caractères. On lui demande des caractères spéciaux. Il faut simplifier tout ça. Il y a une solution qui s'appelle le single sign-on, qui consiste à arriver le matin, se signer, une bonne fois pour toutes, et voir son identifiant repris en permanence sur le sujet. Si on arrive à simplifier les sujets de sécurité, y compris dans la communication qu'on en fait, je pense qu'on aura fait évoluer le sujet de façon très positive. Ouais. Mathieu Prudhomme, vous voulez réagir? Juste une petite intervention. Je trouve aussi qu'il faut responsabiliser les gens. Il faut responsabiliser les gens sur ce qu'ils font. Notamment, nous, sur l'aspect supply chain, ce qu'on disait tout à l'heure off, c'est que nous avons créé des systèmes de codage. C'est-à-dire que chaque collaborateur se logue sur une carte. Et donc, on peut tracer également c'est politiquement correct quand même, mais je veux dire, on trace l'activité des gens parce qu'on sait exactement ce qu'ils font, parce qu'on sait les reconnaître dans leur activité.
Donc il y a aussi une méthode qui consiste à ce que les gens soient responsables de leur session. Ouais. Voilà. Ah oui, la responsabiliser, Parce les que moi, je suis pas impliquer complètement complètement. d'accord sur le fait on se signe le matin, puis ça y est. Alors du coup, la session est ouverte toute la journée, Non, n'importe qui. Après, vous pouvez avoir des time-out Voilà. qui, au bout d'un certain temps, vous demandent de vous re-signer une deuxième fois. Mais vous n'avez qu'un seul mot de passe. Voilà. L'idée, c'est de dire on arrête de démultiplier des mots de passe qui, comme on le sait, plus vous avez de mots de passe, plus vous allez prendre des sujets simples. Et 90% des personnes aujourd'hui ont les mêmes mots de passe à titre privé, professionnel, voilà. etc. Et ce qui Le crée un danger, autre c'est risque, c'est que dès que ce mot de passe est découvert d'une manière ou d'une autre, même sur les sites privés, vous pouvez vous assurer C'est qu'in un risque, fine, effectivement. il sera dans le site Effectivement. professionnel. Et d'ailleurs, une réaction simplifier la sécurité pour l'utilisateur, c'est l'améliorer tellement vrai. Voilà. Mathieu Prudhomme, j'ai une question qui est arrivée également. L'assurance ne compensera jamais une e-réputation ruinée. Alors, je vous demande pas de commenter, mais c'est pas inintéressant cette réaction-là, parce que on l'a bien compris, la plupart des entreprises n'osent pas parler de ce qu'elles ont vécu, parce que c'est leur propre réputation et leur propre e-réputation qui peut être mise en cause, à part de jouer la carte de la transparence, comme le fait Bazar Chic. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut aussi penser à cette question des réputations. Et puis j'ai presque envie de vous dire, est-ce que la justice agit assez rapidement avant que le mal ne soit fait? Alors, il y a plusieurs questions. Pour rebondir sur le mot de l'assurance, dans le plan d'action, parce qu'on parlait des solutions à mettre en place, c'est évident, par rapport à ce schéma-là, qu'il faut se rapprocher de son assurance. Il va falloir vérifier si on est assuré contre tous ces risques de sécurité, l'absence de notification des failles. Pour revenir maintenant sur votre question, la e-réputation, est-ce que la justice est adaptée? C'est quoi? Avec Internet, c'est l'instantanéité, c'est l'extraterritorialité, l'ubiquité, etc. Moi, j'ai un discours qui est clair. Pour fréquenter les tribunaux très régulièrement, le temps de la justice, il est adapté au temps de l'Internet. Il y a des procédures spécifiques, en particulier pour lutter contre les atteintes à la réputation. Je prendrai deux exemples très simples. La possibilité de faire lever un anonymat. Souvent, il y a de l'usurpation d'identité où c'est fait de manière anonyme. Bon, il y a des moyens simples et efficaces, avec l'autorisation du juge, en 2 ou 3 jours, d'obtenir les adresses IP concernées. Avec un peu de chance, on ne tombera pas sur un McDo ou sur une borne Wi-Fi. Et derrière, vous pouvez, si la stratégie est la bonne, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de stratégie de e-réputation intelligente sans savoir qui est l'ennemi, qui est derrière. Derrière un anonyme, ça peut être un ancien collaborateur, un concurrent. J'aurais beaucoup d'exemples croustillants si on en avait le temps à vous donner. Mais Pendant le déjeuner. Peut-être. Vous allez avoir beaucoup de monde à votre table. Mais en conclusion, sachez qu'en quelques jours, avec les procédures judiciaires spécifiques, sans assigner qui que ce soit, vous allez voir le juge pour qu'il ordonne la levée de l'anonymat, la suppression d'un contenu ou sa désindexation sur des moteurs de recherche. Mon commandant, pour conclure, je crois que vous vouliez rebondir également sur ce qui a été dit. Alors, juste une remarque et une lueur d'espoir, même ténue. Merci, on va terminer sur une bonne note. Alors la remarque tout simplement, c'est lorsqu'une entreprise est la cible d'un piratage, surtout n'hésitez jamais à aller voir les enquêteurs, parce que pour une raison qui est assez simple, effectivement, pendant un certain nombre d'années, quand les enquêteurs arrivaient dans une entreprise dans laquelle on avait volé un ordinateur, on passait ça comme un vol physique. Maintenant, le premier réflexe des enquêteurs, et on forme, croyez-moi, on y veille nos enquêteurs dans la gendarmerie à cette problématique, on demande à qui appartient, en termes de statut, à un cadre, un collaborateur, l'ordinateur, quel est le titulaire du poste de travail, et quelles étaient les informations qui figuraient dans le poste de travail. Vous imaginez bien que derrière, il y a toute une procédure qui se met en place, et c'est d'autres enjeux et une autre prise de conscience initiale. Donc c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Alors la lueur d'espoir, c'est tout simplement on parle beaucoup de génération Y, voire Y. Moi, je peux juste vous dire que j'ai plutôt tendance à avoir confiance dans les jeunes, parce que je fais beaucoup d'interventions avec deux publics différents, soit en grande école et en université, des étudiants en M2, soit des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui sont dans la vie réelle, si j'ose dire. Eh bien, je dirais que, paradoxalement, quand j'explique avec des exemples chocs, vous croyez bien que j'ai toutes les photos qui conviennent pour ça, de dispositifs de pénétration de système et autres, à des étudiants, alors que ce sont eux qui sont à 100% connectés sur les réseaux sociaux, qui tweetent, ils connaissent Facebook à l'envers et à l'endroit, eh bien, quand on les a impactés une fois, c'est du binaire, et après, on se rend compte avec le temps qu'ils sont paradoxalement plus réceptifs et commettent moins d'erreurs,
et ont tendance à mettre la barre eux-mêmes à un endroit plus raisonnable que leurs aînés. Voilà, pour les nouvelles générations. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cet éclairage. On aurait pu effectivement passer beaucoup plus de temps, en tout cas. Merci.